Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de l'ESS et l'impact de la transition écologique sur ces métiers. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions chaleureusement d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Johanna Ritter, chargée de projet en territoire Grand Est Bourgogne-Franche-Comté à l'UDES. Vous présenterez l'UDES après, du coup, pour dire quel est cet acronyme mystérieux. Madame Anne Garnier, chargée de mission chez Uniformation. J'ai pas mis tout ce qu'il y avait. Bref. Et Monsieur Olivier Brasseur-Legris, délégué général du GIE éducatif et solidaire des associations des Francas du Doubs. Donc, comme d'habitude, quelques indications tout court, même pour ceux qui ont l'habitude. Donc, sur la droite de l'écran, vous avez un chat par lequel vous pourrez poser vos questions auxquelles nous répondrons bien volontiers. Et je vais laisser la parole à nos intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Madame Ritter. Oui, bon, je vais peut-être me représenter. Donc, je suis Johanna Ritter, je suis chargée de projet donc, du coup, à l'UDES, donc c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire que je vous présenterai tout à l'heure. Et je suis sur la région du coup Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Donc, je remercie encore de nous avoir en tout cas sollicité pour vous présenter ce que c'est l'économie sociale et solidaire, ESS. Donc, je vais d'abord vous faire une brève introduction à ce qu'est l'ESS et aussi les liens avec la transition écologique. Donc, l'ESS représente des entreprises qui cherchent à concilier solidarité, utilité sociale et performance économique. Donc, selon la loi de 2014 qui légifère sur l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises qui adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Il faut savoir que les bénéfices qu'elles peuvent réaliser sont obligatoirement réinvestis en interne. Mais ça, je vais peut-être d'abord passer aux valeurs parce que c'est le fondement de l'économie sociale et solidaire, ce sont les valeurs qui sont portées par les structures. Donc, on peut prendre d'abord la valeur d'intérêt général. Donc, sa mission, son objet principal doit œuvrer d'abord pour l'intérêt, soit l'intérêt collectif, donc l'intérêt d'un petit nombre ou l'intérêt l'intérêt en général de la société. Il y a aussi le principe de non-lucrativité ou du moins de lucrativité limitée, c'est-à-dire que tous les bénéfices ou excédents que fait une entreprise de l'ESS doit être réinjecté en tout cas dans la mission, dans l'objet principal de la structure et ne peut pas donc aller pour des intérêts particuliers. Il y a la gouvernance démocratique, c'est-à-dire que l'ESS, toutes les structures de l'ESS sont sur le principe d'une personne égale une voix. Il y a également, l'ESS repose aussi sur l'ancrage territorial et la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que il y a beaucoup de bénévolat dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi des emplois qui sont non délocalisables, ce qui crée de la valeur sur le territoire. Il y a aussi le principe de libre adhésion. Donc ça, c'est en gros les cinq valeurs sur lesquelles 5 principes et valeurs sur lesquelles porte l'ESS. Excusez-moi. Donc il y a 5 grandes familles dans l'économie sociale et solidaire. La plus grande sont les associations, donc qui représentent à peu près 80% des structures de l'ESS, suivi des coopératives, à peu près à 10%, et après nous avons aussi les mutuelles que vous connaissez et les fondations. La loi ESS aussi introduit les entreprises, donc les sociétés commerciales agréées, entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc ça, c'est pour les grandes familles, en gros, de l'ESS. En termes de chiffres, en France, l'ESS représente à peu près 222 000 établissements employeurs. Donc là, je parle bien d'établissements employeurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi les établissements qui sont non employeurs et qui ont que des bénévoles. Il y a 2,3 millions de salariés, dont 68% de femmes, et ça représente à peu près 10,5%
40% de l'emploi en France. Donc ça, c'est à peu près, là, vous avez certains chiffres sur l'économie sociale et solidaire en France. Voilà des exemples de coopératives, d'associations, de mutuelles, de fondations et d'entreprises sociales que vous pourrez retrouver et que vous connaissez peut-être. Donc voilà, je vous ai mis quelques... Vous avez le lien aussi pour consulter la liste des entreprises. En Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas, l'ESS représente 9600 établissements employeurs sous statut associatif, coopératif ou mutualiste et à peu près 99 000 salariés, ce qui représente 10,2% de l'emploi privé régional, ce qui n'est pas rien. Nous vous mettrons à disposition aussi notre baromètre social qui a été fait par l'UDES et qui a récolté près de 1000 réponses d'employeurs et de salariés en Bourgogne-Franche-Comté en 2021 et qui tend à définir aussi les enjeux actuels de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, maintenant je peux peut-être passer sur une petite présentation de ce qu'est l'UDES. Donc l'UDES, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une organisation patronale multiprofessionnelle. On fédère 80% des employeurs de l'ESS au niveau national. On est présent dans toutes les régions de France, métropolitaines mais aussi d'outre-mer. Et on siège à côté d'autres organisations multiprofessionnelles telles que la FNSEA pour le monde agricole, mais aussi les organisations interpro que vous connaissez comme le MEDEF ou la CPME ou l'UDP. Donc ça, c'est un peu là on se place au niveau national. Donc on a des missions qui sont de fédérer nos syndicats membres. Nous représentons 16 branches et secteurs professionnels que je vous présenterai par la suite, mais nous avons par exemple l'insertion, l'aide à domicile, le médico-social, la formation, le sport et loisirs, l'animation, l'éducation populaire, le tourisme social et familial. Enfin, l'ESS représente en tout cas beaucoup de secteurs. Et nous, nos missions, c'est de fédérer donc toutes ces branches, de les représenter auprès des pouvoirs publics et de négocier des accords au niveau multiprofessionnel, que ce soit sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, que ce soit sur le handicap ou encore sur le numérique, par exemple. Donc, voilà. Maintenant, en faveur de la transition écologique, les employeurs de l'ESS via l'UDES ont pris des engagements en adhérant à l'appel des employeurs engagés. Donc, cet appel engage les employeurs à améliorer leur employabilité, c'est-à-dire leur manière d'être employeur dans l'ESS. Donc, des engagements ont été pris notamment en matière de pratiques RH ou de pratiques managériales, de qualité de vie au travail ou encore de pratiques environnementales. Pour les aider dans le défi écologique, l'UDES intervient par exemple dans 6 régions à travers la mise en place du projet Objectif Transition 2025 auprès des employeurs de l'ESS pour les sensibiliser, les outiller, les former, afin de leur permettre de faire évoluer leur modèle et atteindre les objectifs de réduction fixés par l'État. L'UDES a mis aussi en place une plateforme pour mesurer son impact social, mais aussi son impact environnemental bientôt, qui s'appelle Valores. Et enfin, on va mettre en place un calculateur carbone à disposition des entreprises de l'ESS pour qu'elles puissent à calculer leurs émissions de CO2. Voilà. Donc, pour montrer en gros les métiers qui sont porteurs de sens et qui recrutent dans l'ESS, vous avez là une liste qui est non exhaustive parce qu'il y en a encore plein. Pour l'instant, là, c'est les métiers qui sont en tension plutôt, dans les métiers du sanitaire, social et médico-social, de l'éducation populaire, du lien social et familial, ou encore de l'aide et soins à domicile. Alors, là, comme je vous dis, c'est vraiment une short list. Vous avez beaucoup d'autres métiers, on représente beaucoup d'autres secteurs. On représente par exemple les radios libres, on représente aussi les missions locales. Voilà, donc il y a d'autres secteurs, mais voilà des exemples de métiers qu'on peut représenter. Si vous voulez vous informer aussi sur les métiers dans l'économie sociale et solidaire, on a une plateforme qui s'appelle Emploi ESS qu'on a réalisé avec les services publics de l'emploi et qui permettent de s'informer sur des fiches métiers à télécharger,
des actualités, des témoignages et bien sûr des offres d'emploi auxquelles vous pouvez informer. Et donc voilà, moi je vais pas parler plus longtemps parce que je vais laisser la parole à l'Opco-Uniformation et puis après à un employeur de l'ESS qui saura mieux vous dire que moi ce qu'ils font sur le territoire en matière de transition écologique. Voilà, Merci beaucoup madame Ritter en tous les cas, c'était très clair. merci. Donc je vais passer la parole maintenant à madame Garnier, si elle le veut bien. Bonjour à tous. Donc moi effectivement je travaille donc pour l'OPCO Uniformation et je suis plus particulièrement chargée de développement d'un réseau d'ambassadeurs métiers que je vais vous présenter brièvement. Au niveau donc de l'OPCO Uniformation, on est donc l'OPCO des métiers de la cohésion sociale. On porte 22 branches regroupées par secteur professionnel, donc on va retrouver bien évidemment beaucoup de parallèles avec les métiers présentés précédemment par l'UDES. Donc au niveau des branches, la branche accompagnement social et éducatif, jeunesse et loisirs, la branche aide à domicile, intervention sociale et familiale, l'emploi et l'insertion, la protection sociale avec les mutualités, le régime général de la sécurité sociale, les régimes miniers, les branches donc de l'habitat social avec par exemple les sociétés coopératives HLM, les entreprises sociales pour l'habitat, les organisations professionnelles, les offices publics de l'habitat et la branche vie civile qui comporte donc les entreprises hors branche relevant du périmètre de l'OPCO et ne relevant pas des secteurs des autres SPP. Au niveau donc de l'OPCO, notre périmètre, on va dire, d'intervention est vraiment l'accompagnement de nos adhérents, bien évidemment sur tout ce qui touche à la formation professionnelle, au niveau financement, mais également conseil en formation et tout le volet également contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, l'accompagnement RH également par des fiches métiers, en tout cas tout ce qui peut intervenir autour du développement des compétences et de l'accompagnement de nos adhérents. Un projet expérimental qui est en cours, donc pour lequel je suis chargée de mission, qui est le réseau ambassadeur métier, que je vais vous présenter brièvement. L'idée de ce réseau ambassadeur métier, c'est de promouvoir différemment les métiers de la cohésion sociale en créant et développant donc un réseau d'ambassadeurs métiers. Il s'appuie sur une première expérimentation réalisée en 2022 auprès du secteur de l'aide à domicile, durant laquelle 24 conseillers Pôle emploi ont pu réaliser des immersions en situation de vie ma vie. On a eu par la suite donc des retours très significatifs sur l'importance de la connaissance terrain, une capacité à orienter différemment vers le secteur de l'aide à domicile et plus de légitimité à parler du métier. Par la suite, un appel à projet de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la promotion des métiers de façon innovante. Et donc aujourd'hui, la création de ce réseau ambassadeur métier, toujours dans le cadre d'une expérimentation sur 2023, expérimentation qui se déroulera jusqu'à la fin d'année. Cette année, 5 branches professionnelles retenues proposant la découverte terrain de 7 métiers. On va retrouver nos aides à domicile. Également, donc, le métier technicien d'intervention sociale et familiale, les auxiliaires de puériculture, le métier de gardien d'immeuble au sens large du terme, parce que c'est un secteur d'activité, plus particulièrement un métier qui est en complète évolution, donc qui peut prendre bien d'autres dénominations. Le métier d'animateur coordinateur, les conseillers en insertion professionnelle et les techniciens gestionnaires de dossiers. L'idée, donc, était d'être plus représentatif au niveau de nos branches professionnelles. Cette expérimentation, elle est à destination de 3 types de publics cibles, toujours nos prescripteurs de l'emploi, les conseillers Pôle emploi, les conseillers mission locale, les conseillers Cap emploi et de façon plus généraliste, des conseillers en insertion professionnelle, pardon.
un public d'adultes en reconversion ou jeunes en démarche d'alternance pour leur permettre d'aller stabiliser leur projet professionnel. On est plutôt sur un public, pas sur la découverte du secteur, mais sur un public ayant déjà finalisé une orientation et ayant besoin d'initier des contacts avec des structures. Et dans ce cadre-là, on va utiliser une plateforme qui s'appelle Immersion Facilité, qui permet de mettre en place des conventions de stage PME-CMP, mais de façon totalement dématérialisée et également qui apporte de la visibilité aux structures, s'identifiant sur Immersion Facilité comme entreprise accueillante. Et notre dernier type de public cible sont les professeurs de l'éducation nationale. Le réseau ambassadeur, donc aujourd'hui, c'est des structures présentes sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. On continue aujourd'hui de prendre contact avec d'autres structures. Un objectif de 150 immersions sur toute la région et sur tous les métiers qui nous a été donc fixé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Des immersions qui ont déjà démarré fin avril durant la semaine nationale du grand âge portée par Pôle emploi, avec toujours des premiers retours très significatifs quant à l'importance d'aller sur le terrain pour conseiller, orienter différemment, mais notamment pour avoir une vision des qualités professionnelles indispensables à l'exercice des métiers. Tout à l'heure, Madame Ritter a parlé des valeurs. Et effectivement, les immersions permettent aussi de prendre connaissance des valeurs que portent ces secteurs professionnels et des qualités professionnelles attendues et en relation avec ces valeurs pour pouvoir se positionner sur ces secteurs professionnels. Je vous partage rapidement donc les premiers retours effectivement des conseillers Pôle emploi. Je ne vais pas vous en faire la lecture, hein, c'est surtout, en fait, on peut voir vraiment les grandes idées qui en ressortent. Par exemple, l'idée principale à retenir avant tout est d'avoir envie, mot qui est ressorti à de nombreuses reprises lors de nos échanges. Cela a été vraiment très enrichissant, intéressant, je le recommande fortement. Un deuxième témoignage également d'une autre conseillère. Ce métier que l'on dit difficile est certainement pour des personnes qui n'ont pas envie de le faire. Donc là, on est totalement dans le cadre effectivement des valeurs portées par ce secteur. Une mission également de l'OPCO, c'est d'accompagner donc les entreprises sur différents sujets, notamment dans le cadre de l'impact de la transition écologique sur les métiers de la cohésion sociale. Une première étude donc qui émane de plusieurs déclencheurs, des demandes des partenaires sociaux, des axes transversales des EDEC dans le cadre des financements du PIC dès 2018, la sollicitation sur des exemples d'actions de formation et une nouvelle mission de l'OPCO donc dans le cadre de la loi climat et résilience en 2021. Plusieurs enjeux bien évidemment sur cette étude, construire une vision commune et partagée, suivre l'évolution de la prise en compte de la transition écologique par les structures, le niveau de maturité des structures par rapport à ce sujet, mesurer la perception des impacts de la transition écologique sur les métiers, les activités et les compétences, et déterminer une offre de services de l'OPCO, un catalogue de formation, de financement, d'accompagnement pour effectivement accompagner les structures dans le cadre de la transition écologique. Des travaux donc d'observation de trois natures, un baromètre annuel emploi, formation et compétences qui a été mis en place dès 2020. Chaque année, effectivement, l'OPCO diffuse auprès de ses adhérents ce baromètre annuel qui permet d'obtenir différentes informations et notamment un volet sur la transition écologique. L'analyse des départs en formation financés par l'OPCO en 2018 et 2022 et une étude donc sur les impacts de la transition écologique en 2022. Cette étude donc réalisée en 2022 avait pour objectif de réaliser un état des lieux sur l'évolution, l'apparition, la disparition des compétences en lien avec la transition écologique
par métier et ainsi permettre à Uniformation d'adapter son offre de services aux adhérents, accompagnement, formation, etc. L'étude portait donc sur la perception de la transition écologique, la perception des impacts de la transition écologique sur les métiers visés. Suite à cette étude, plusieurs premiers livrables, 19 fiches métiers analysées, des fiches impact dans l'activité et compétences impactées par la transition écologique, un répertoire d'activités de compétences en lien avec la transition écologique réutilisable et une synthèse des préconisations, des freins et des leviers dans ce cadre-là. 6 dimensions donc ont été identifiées pour caractériser la structure par rapport à la transition écologique, son positionnement stratégique, les activités en lien direct avec la notion de transition écologique, la dynamique collective mise en place au sein de la structure, l'approche transversale et systémique en lien avec l'écosystème, les modalités de réalisation des activités et la gestion de la structure, et également, bien entendu, les compétences liées en relation avec la transition écologique. Je peux vous couper 30 secondes? Bien sûr. OK. Merci. Il y a une question en fait, est-ce qu'en fait cette étude, ça ne concerne que les structures en lien avec, Uniformation, avec votre Tropco, ou c'est pour tous les établissements de santé qu'il y a la même proposition, qui est faite? L'étude, effectivement, est une étude pour l'OPCO-Uniformation. En tout cas, pour les adhérents à notre OPCO. Merci. Une slide baromètre, un extrait du baromètre 2023 par rapport donc aux questions qui ont pu être posées à nos adhérents sur les métiers et compétences impactés par la transition écologique, avec le pourcentage de répondants. 19 fiches métiers donc, qui ont été réalisées suite à cette étude. Vous retrouvez donc le détail des premières fiches qui ont été mises en place. Et moi, je vais vous présenter plus particulièrement une fiche métier sur un métier totalement en relation avec la transition écologique, qui est le métier d'agent valoriste. Donc, c'est juste pour vous présenter les éléments que vous allez pouvoir retrouver sur cette fiche métier. On va retrouver donc au départ l'impact de l'entrée dans la transition écologique avec effectivement une jauge. Plus la jauge va être verte, plus l'impact va être fort. Avec l'impact sur les activités, sur les différentes activités en lien avec ce métier. Les compétences liées à la transition écologique les plus recherchées, dans le cadre du métier d'agent valoriste, on est plutôt sur des compétences qui sont émergentes et non pas déjà existantes. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est quoi un agent valoriste? Alors, l'agent valoriste, en fait, c'est la personne qui va travailler dans les structures de recyclage au sens large du terme. Ça peut être également dans des structures d'insertion sur tout ce qui est réutilisation de divers éléments, donc en termes de collecte et de réintroduction des différents éléments recyclés sur le marché général. Donc, ça comporte aussi bien du tri, diverses activités. Donc, justement, on va retrouver toute une partie compétences vertes au service de la transition écologique. Donc, collecter et valoriser les déchets avec toutes les étapes, les étapes de collecte, les étapes de valorisation, la partie donc vendre les objets valoristes et conseiller la clientèle. Donc, on est vraiment sur un profil métier avec des activités relativement différentes, les activités donc de collecte et de valorisation, mais également des activités un petit peu liées en relation clientèle.
pour aller plus loin et mettre en œuvre donc les compétences au service de la transition écologique, les connaissances et compétences éventuellement à acquérir, donc acquérir des connaissances liées à la transition écologique, faire de la veille sur la réglementation, acquérir les techniques liées à la transition écologique, mettre en œuvre des pratiques éco-responsables et également une partie compétences additionnelles. Donc, en fonction des différentes fiches métiers, bien évidemment, ces éléments vont être en rapport avec l'évolution du métier actuellement par rapport à la transition écologique. J'ai une autre question, parce qu'il n'y a pas de questions. Donc j'en profite, je pose des questions. Agent valoriste, métier en tension ou pas du tout? Plutôt métier émergent pour le coup, je pense, peu connu du grand public. On va principalement actuellement aussi les retrouver dans les structures d'insertion, les ACI. D'accord. Ben, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, parce qu'on se disait, quand on avait préparé ce webinaire, qu'il y avait plusieurs métiers en tension, qui n'étaient pas forcément, en lien, direct avec l'écologie, mais, ce qu'on s'était dit aussi, c'est quand même un secteur qui porte des valeurs. On l'a répété, on leur dira et qui sont des valeurs qui sont intrinsèquement liées à ce secteur. Mais, oui, comme, l'a dit madame Ritter et peut-être le redirez-vous madame Garnier, il y a beaucoup de métiers qui sont, quand même en tension. C'est un secteur dans lequel il y a plein de secteurs. Effectivement, tout à fait. Dans le cadre donc des métiers de la cohésion sociale, si on se réfère à l'expérimentation qui est en cours sur le projet ambassadeur métier, les métiers présentés sont des métiers en tension et le choix de ces métiers n'a pas été réalisé au hasard, émane du baromètre, donc uniformation. Le baromètre reprend effectivement les intentions de recrutement, les difficultés de recrutement. Également, s'appuie sur les données du baromètre BMO réalisé par Pôle emploi et également sur des données sur les métiers en tension diffusées par Amphore. Donc voilà, si, vous côtoyez des gens, qui sont, vraiment attirés par de belles valeurs, n'hésitez pas à les envoyer du côté du secteur de l'ESS et des entreprises qui la composent, qui le composent. Ben, merci beaucoup madame Garnier. Enfin, si d'autres questions apparaissaient, je vous interpellerai, les unes et monsieur Brasseur. Donc, je vais vous passer, la parole maintenant, monsieur Brasseur-Legris, pour, présenter votre groupement associatif, les métiers en lien avec la transition écologique, les mesures d'évaluation que vous appliquez, voilà. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être court puisque je pense que il y avait un deadline de toute façon donc je vais essayer d'être bref. Donc, me concernant, donc faisant partie évidemment de l'économie sociale et solidaire, pour la petite histoire, donc je dirige un groupe associatif, un groupe puisqu'on est c'est plusieurs structures, plusieurs associations, avec une union économique et sociale, donc une structure sociale identifiée, donc en clair, chaque salarié a un seul employeur, mais peut recouvrir différents métiers. Et groupe parce qu'il y a plusieurs activités différentes, que ça soit du secteur de l'animation, de la petite enfance, centres sociaux, de la restauration scolaire, de l'animation en périscolaire, des activités aussi de séjour, d'hébergement, des activités, voilà, et plusieurs activités qui peuvent se connecter par ailleurs. Pourquoi employeur? Parce que aujourd'hui, ça représente 1700 salariés. Donc, on se répartit sur 230 espaces éducatifs, sur une centaine de communes, sur le département du Doubs, structure autonome et indépendante. Et comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, alors il y a une diversité dans le paysage des employeurs de l'ESS, une diversité des modes de fonctionnement, encore plus dans l'éducation populaire. Néanmoins, il y a beaucoup d'idées reçues sur les structures d'animation et sur les structures du POP ou de SS par ailleurs. Structure associative dans son statut juridique
ce qui est souvent le cas pour beaucoup de structures. Vous les avez vues, il y a aussi des fondations et aussi des structures entrepreneuriales avec de l'entrepreneuriat social, beaucoup plus avec d'autres statuts que le statut associatif, mais le statut associatif est celui peut-être qui est le plus facile à mobiliser et techniquement, j'entends, et juridiquement. Mais c'est aussi, et du coup, c'est l'outil le plus courant historiquement. Pour autant, ça n'enlève rien aux obligations de l'employeur, et notamment sur des structures à plus de 250 salariés, puisqu'en fait, c'est ça le critère, hein, c'est pas tant le statut, mais c'est vraiment le nombre de salariés que vous pouvez, qui intègrent la structure sociale, en tout cas, et le dialogue social que vous pouvez avoir dans une organisation. Et c'est ça qui va définir en fait l'orientation professionnelle, les parcours de carrière ou les métiers qui peuvent être proposés aux salariés. Important dans la représentation finalement du secteur, c'est de pouvoir, et c'est peut-être là d'ailleurs je pense le sens de l'histoire, mais surtout les orientations fortes et les capacités à pouvoir mobiliser aussi des parcours de métiers et des carrières dans les professionnels, c'est la taille du groupement. C'est pour ça que je parlais de groupe associatif tout à l'heure, puisque la taille en fait de la structure vous permet à la fois d'orienter et de fidéliser les collaborateurs indépendamment du secteur d'activité. C'est aussi une autre façon d'envisager la mobilité professionnelle, en plus d'une mobilité géographique, mais surtout d'envisager la mobilité professionnelle des salariés correspondants. Et puis enfin, comme vous l'a dit au sein de l'UDES et vous l'a dit Madame Ritter, le fait que il y ait une concentration du capital et des ressources, voire même des excédents des structures au sein même de l'outil de travail, forcément, ça vous permet d'accompagner au mieux, puisque tout est réinjecté dans la structure. Alors, statut n'est pas vertu néanmoins. C'est pas parce que vous avez un statut associatif et encore moins un statut de l'ESS que vous êtes absolument exemplaire. Donc, il y a évidemment un travail, même si le travail de l'UDES est d'accompagner les structures de l'ESS pour faire en sorte que ce qui fait notre identité, notre ADN, puisse en tout cas bien négocier les virages qui se posent à nous, en tout cas, et les élans de modernité que nous avons. Donc, réussir à négocier ce virage entre modèle économique, structure salariale et organisation employeuse, c'est toujours un défi. Donc, ça suppose un véritable accompagnement des structures et un véritable plaidoyer, en tout cas interne, et un engagement aussi interne des dirigeants des structures. D'autant que n'étant pas intéressé directement, en effet, par la propriété, l'actif en fait de l'organisation, ça permet aussi, notamment dans la construction du dialogue social et l'accompagnement au changement des salariés, d'être positionné d'égal à égal, en tout cas, de ne pas avoir une posture, il n'y a pas d'opposition directe d'un patronat et d'un salariat, comme on peut l'entendre beaucoup, notamment dans les climats actuels ou dans des structures capitalistiques traditionnelles. Il n'y a pas cette opposition naturelle, et il ne doit pas y avoir d'ailleurs cette opposition naturelle entre dirigeants et salariés dans des structures de l'ESS, parce qu'il y a une participation en fait à un bien commun qui est la structure propre, en tout cas, de l'organisation. C'est pas qu'un terme, c'est pas que des termes, hein, c'est pas que de la sémantique, hein, c'est normalement une vraie réalité, en tout cas, c'est ce qui compose l'ADN des organisations. Alors, quand je disais tout à l'heure que statut n'était pas vertu, c'est que les questions écologiques et les questions de transition, par habitude de travail, par simplicité aussi, ou par courant, par aussi souvent facilité organisationnelle ou déviation progressive organisationnelle, la question de la transition écologique ne s'est pas imposée d'office à toutes les structures de l'ESS. Constat très prégnant, quand j'ai pris la direction il y a bientôt maintenant 5 ans, le constat fait était un constat un peu surprenant et n'était pas exemplaire en termes de politique interne de transition écologique. Alors, bien sûr, la question éducative, pour beaucoup d'activités que je représente, le lien avec le public se faisait en connexion avec ces engagements durables ou dans une vision, une sensibilité en tout cas des salariés réels. Pour autant, elle n'était pas organisée et structurée en tant que telle.
le premier diagnostic que j'ai porté autour d'indicateurs internes, notamment en termes de action écologique, d'application des objectifs de développement durable, les 17 ODD, qui est une véritable grammaire de l'organisation et qui est vraiment très percutante parce qu'elle permet de faciliter l'appropriation des enjeux écologiques, hein, les 17 ODD, hein, actés par les Nations Unies et désormais enseignés à l'école. La mesure de l'impact et les achats durables et inclusifs ou les labels et les certifications étaient insuffisants en tout cas dans les politiques internes que j'ai constatées dans la structure que je représente. Et évidemment que quand vous avez, alors il y avait un peu moins de salariés au début, mais globalement, c'était pas structuré. Donc il y a eu un vrai travail en interne pour structurer cette démarche, la question d'achat référencé par exemple, hein, la question d'accords de partenaires au sein de l'ESS pour avoir des vraies filières d'approvisionnement. Aujourd'hui, le département d'achat, c'est un peu plus de 8 millions d'euros. Donc, évidemment qu'il y avait des enjeux financiers qui étaient très forts. Donc, il y avait des vrais engagements nécessaires à penser, à structurer avec des départements d'achat, avec des validations aussi, des structurations de comptabilité nécessaires. Et puis ensuite, des formations directes auprès de l'ensemble des personnels pour que ce soit une culture commune. Alors, l'outil La Fresque du Climat, par exemple, c'est un excellent outil pour faire participer chacun à cette appropriation des enjeux écologiques. Donc, j'ai formé tous mes encadrants et tous mes personnels de site à La Fresque du Climat sur des temps conviviaux. Et puis ensuite, une déclinaison de participation auprès des publics cibles, en tout cas, et auprès des autres animateurs. Voilà les démarches, en tout cas organisationnelles, structurées dans le cadre de groupements associatifs ou de groupements d'intérêt économique que vous pouvez avoir dans le secteur de l'ESS. Et puis, l'implication des salariés ou des bénévoles qu'on peut avoir sur ces questions de transition écologique pour que ça soit aligné, en fait, en termes d'action et de valeur. Ça, c'est un élément extrêmement important que recherchent notamment les offreurs d'emploi, en tout cas les personnes qui s'orientent vers des structures, c'est justement cet alignement et cette adéquation entre le sens que l'on donne à l'action et la façon dont on conduit en fait et l'exemplarité que l'on porte en interne. Pour faire très court, on peut pas être une structure de l'ESS pour moi et avoir un taux d'achat sur des plateformes de e-commerce dont les comptes bancaires sont à Dublin et qui favorisent l'optimisation fiscale, pour pas citer le nom et référence de ce fameux site très connu du e-commerce, et être acteur de l'ESS. C'est absolument incompatible, sauf que quand moi j'ai pris la direction, je me suis aperçu qu'il y avait près de 49% des achats qui étaient réalisés sur ce type de plateforme. Quand je vous disais, encore une fois, c'est une question de facilité d'utilisation, facilité d'usage. Donc là, on est en train de créer notre propre plateforme d'e-commerce, notre propre plateforme d'achat, qui sera uniquement sur des offreurs référencés et, si possible, en tout cas inclusifs et acteurs de l'ESS en priorité. Ça, c'est des alignements, des marqueurs forts en tout cas, qui permettent d'être en cohérence avec ce que l'on porte au niveau local et le recrutement éventuel de salariés. Voilà, c'est une question d'éthique, de déontologie de pratique, ce qui aboutit à une diversité des métiers. Et ça, je pense que vraiment, j'insiste vraiment pour les acteurs de l'ESS à travailler avec des vraies stratégies professionnelles groupes. Pourquoi ? Parce que ça modifie pas d'ailleurs les gouvernances locales et les activités locales, mais ça permet surtout de professionnaliser une partie des corps de métier. Et dans les métiers que nous on reçoit aujourd'hui, hein, j'ai aujourd'hui une trentaine de métiers, de corps de métiers différents. Ça va du comptable, dont les métiers évoluent énormément, notamment au travers de la numérisation. Donc ça va des métiers de comptable aux gestionnaires de paye, mais aux acheteurs. Voilà, typiquement, là j'ai une acheteuse, en passant par les métiers, donc ça c'est les métiers de fonction support, qui évoluent aussi très très vite. Et puis les métiers pratiques en lien direct avec le public. Et on a créé là une brigade sociale, donc on a des médiateurs sociaux, on a des éducateurs, et puis on a tout le travail auprès d'animateurs, des métiers du centre de loisirs que vous connaissez certainement bien. Pour autant, ces métiers-là évoluent aussi très vite. Et dans une organisation comme la nôtre, par exemple, on diminue la charge de travail des opérationnels pour faire en sorte qu'il y ait moins de niveau de responsabilité, moins d'administratif pour ces personnels-là, et pour que ça soit plus en lien avec le public.
Ça, c'est une des grandes aspirations, d'ailleurs, encore, et qui revient beaucoup sur des taux de perdition d'emplois importants sur notre secteur et donc des métiers en tension. C'est qu'on a fait progressivement augmenter la charge de travail administratif sur des personnels qui étaient plutôt opérationnels. Et donc, on a dénaturé des postes. Donc là, on revient à la base, on revient aux fondamentaux pour faire en sorte que le temps auprès du public en face à face soit maximisé. Et c'est comme ça aussi qu'on gardera le lien social et l'amitié qui a du sens, c'est de faire en sorte que les gens soient à la bonne place, avec le bon niveau de responsabilité, le bon niveau de charge mentale, le bon niveau d'accompagnement et délester au maximum les fonctions qui portent en tout cas des costumes qui sont parfois trop grands ou qui ne répondent pas forcément au cœur de métier. D'ailleurs, ce travail au cœur de métier est sous tension puisque les publics et les besoins sont de plus en plus importants. Et donc, on ne peut pas à la fois avoir une tension importante d'un point de vue hors du cœur de métier et aussi des besoins de public qui sont beaucoup plus importants. Donc, il fallait que ça s'imbrique. Et pour que ça s'imbrique, il faut bien dissocier ce qu'on attend des gens, ce qu'on attend des collègues. Et ça, c'est un vrai travail, en tout cas, pour nos secteurs. Et c'est des vrais enjeux, en tout cas, qui se posent sur nos secteurs pour qu'on reste parfaitement aligné entre les valeurs qu'on défend et la façon dont on travaille et on recrute. Voilà. Puis je vous mettrai en lien, si vous voulez, le portail, les vidéos YouTube qui présentent les métiers, qui présentent la structure et l'organisation possible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si l'interview, l'entretien correspond à ce que vous vouliez. Si, c'était très clair et je trouve que la conclusion est très bien trouvée en fait. C'est que vous rentrez ou essayez de ramener le secteur et les personnes qui y travaillent vraiment dans quelque chose de vertueux en fait. Mais c'est pas, je sais pas si le mot vertueux est le bon, oui, mais c'est ça, c'est un très bon. Le cercle vertueux, c'est exactement ça en matière de transition écologique. Quand je marque les 100% écolo crèches, quand je veux que toutes mes crèches, par exemple, soient en 100% écologiques, avec une démarche d'évaluation vraiment des locaux, de l'ergonomie, des jeux qui sont disposés aux enfants, de l'absence de peinture qui dégage pardon, des perturbateurs endocriniens, c'est un vrai choix. Ça suppose une labellisation avec une démarche qualité, une certification à la fin, et c'est le cas dans tous les espaces à compter donc là, c'est un travail au long cours, mais donc c'est une vraie cercle vertueux en tout cas d'approche que seul, en tout cas que je m'engage à faire. Sauf que la difficulté quand même que nous avons, c'est que les formations aujourd'hui, honnêtement, moi j'ai eu deux difficultés par rapport à ce que vous dites pour engager ce cercle vertueux. Premièrement, les formations initiales ou les formations qualifiantes ou diplômantes sont pas à la hauteur des enjeux qui sont posés aujourd'hui et pas à la hauteur des exigences que moi j'ai en tant qu'employeur. Donc j'ai clairement un niveau de formation qui n'est pas adapté. Et des formations d'ailleurs inexistantes dans notre secteur. Donc difficulté de trouver forcément la formation qui va bien et qui répond aux besoins. Et le deuxième enjeu, c'est la disponibilité et la connaissance des synergies possibles des écosystèmes. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai travail, une énergie folle, une énergie dingue, vraiment, pour réussir à recomposer l'écosystème et voir comment on peut créer des filières, ce qu'a très bien fait l'industrie agroalimentaire ou l'industrie de l'automobile pendant un siècle. Ils ont travaillé ces questions de filières, ils ont travaillé ces questions de synergie interne entreprise, ce que nous, dans l'ESS, on n'a pas été en mesure de faire parce qu'aussi le secteur est composite, parce que c'est un travail qui a eu du mal à se structurer dans l'ESS et ça fait que 20 ans que ça commence véritablement à se structurer en tant que tel. Donc, on a perdu en tout cas cette historique, bien que l'ESS a 7 siècles quand même. Les premières coopératives sont jurassiennes et datent du début du 14e, fin du 13e siècle, pardon. Donc, on a une histoire, mais on n'a pas réussi à créer ces synergies-là. Donc, il y a un vrai travail à faire. Mais vraiment, il y a vraiment des offres de formation très insuffisantes et une difficulté de synergie. C'est les deux leviers, en tout cas, sur lesquels on va devoir répondre dans les prochaines années. d'accord. Un beau chantier qui se dresse devant vous. Devant nous, même. Je crois que oui, c'est quelque chose de collectif et de. Exactement. D'accord. Merci infiniment de votre témoignage. Je pense que tout le monde aura compris que
Ce que disait aussi une de nos participantes sur le côté, oui, on n'a pas invité on n'a pas invité l'Opco Santé, mais c'était un choix de ma part. Et parce qu'on avait déjà traité sur des métiers du soin avec des témoignages d'ailleurs de gens qui se reconvertissent. Donc voilà, là je voulais aller sur autre chose et d'autres métiers du secteur de l'ESS, mais ils existent et peut-être qu'à l'occasion, au cours de l'année 2024, nous referons un webinaire. En tous les cas, je remercie Rentrée infiniment. des infirmières d'ailleurs. Hein, Bah voilà. Donc, si vous êtes dans le Doubs ou si vous connaissez des gens du Doubs qui veulent changer de secteur avec des vraies valeurs, nous pouvons donner le contact. Il n'y a pas de souci. Si monsieur veut bien que je donne le contact. bien sûr. Voilà. Donc, je remercie infiniment nos intervenants. On se retrouve. Ah, il y a des questions qui arrivent, du coup. Bon, ou plus, ou oui, ou pas. Enfin, si vous avez des questions, mesdames qui allaient écrire des questions, je les transmettrai volontiers aux personnes destinataires de ces questions. Pour notre part, ça finit maintenant. On se retrouve le 20 juin, le dernier webinaire de la thématique transition écologique, si tout va bien, sur les métiers de l'énergie. Je vous souhaite à toutes et tous un bel après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.